Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Le 8 janvier 2017, c'est la date butoir pour les élections locales au Niger. À quelques mois de ces élections, les différents partis politiques s'attellent aux dernières retouches pour affronter ces élections. Des précisions dans ce élément de Ibrahim Mama Lawali Oumarabdou. L'intérêt que suscitent ces élections locales aux acteurs que sont les partis politiques engagés dans ce processus exige de leur part un examen minutieux sur le choix des candidats, mais aussi pour la composition des dossiers. Au niveau du MPNT Shinkasa, nous avons d'abord nous avons informé, nous avons envoyé des lettres au niveau de toutes les régions pour nous dire de préparer la liste et les dossiers des candidats, qui fait que tout est en bon train et c'est bon, nous avons aussi des bons résultats. Il n'y a aucun problème, nous sommes prêts pour les élections. Aujourd'hui, les dossiers sont en traitement, c'est-à-dire que des équipes ont été mises en place pour examiner les différentes pièces produites par les candidats, puisque les candidatures ont été déjà faites déjà en 2015, et tous nos candidats étaient déjà déterminés et su. Aujourd'hui, la chose que nous sommes en train de faire, c'est donc vérifier que les dossiers produits par les candidats sont conformes à la loi électorale. Que nous sommes à la phase de la définition de ces listes-là au niveau du département et nous espérons que d'ici la fin du mois de septembre, les régions vont arrêter les listes au niveau de toutes les communes de chaque région et ces listes-là vont être transmises au bureau politique pour validation et donc dépôt de ces différentes listes. Malgré le boycott de l'atelier d'évaluation du processus électoral 2016, initié par la CENI, l'opposition nigérienne s'est dit prête à affronter ces élections. Un atelier d'évaluation des élections aurait pu être fait immédiatement après les élections. Lorsqu'on veut évaluer réellement, c'est à chaud au moment où tous les acteurs sont déjà présents. On convoque quand même le collège électoral pour aller encore à des élections. Je crois que c'est ce qui a motivé notre refus de participer à cet atelier-là. Nous sommes déjà, dis-je, prêts à participer aux élections locales. Aujourd'hui, les dossiers sont en traitement, c'est-à-dire que... En réponse aux rumeurs faisant état de la non-tenue de ces élections, le parti au pouvoir répond. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autres lois ou d'autres constitutions. Quand d'autres lois vont intervenir, en ce moment, nous pourrons. Mais nous n'allons pas verser, nous, dans la spéculation ou dans les rumeurs pour nous emparer. Nous sommes une structure responsable. Et la responsabilité nous oblige à nous tenir à ce qui est la réalité des choses, c'est-à-dire les lois de la République. Voilà en fait ce que nous pouvons dire. Maintenant, les rumeurs, il y en a tellement au Niger que si vous vous mettez à travailler avec les rumeurs, vous allez oublier ce que vous faites. Et les rumeurs vont vous conduire à votre perte. Afin d'aller à des élections libres, transparentes et apaisées, les partis lancent un appel à l'endroit de leurs militants. L'appel que je lance à l'endroit de nos militants est qu'ils restent vraiment forts et que le jour du scrutin, que tous les militants du MPNT Shinkasa sortent pour aller voter les candidats MPNT Shinkasa. Nous leur demanderons en plus qu'ils s'investissent davantage donc, dans la recherche d'élections libres et transparentes, qu'ils s'investissent, n'est-ce pas, pour faire le développement de leur localité. Nous leur demandons surtout de faire en sorte que les élections se passent dans des conditions véritablement acceptables, c'est-à-dire que éviter autant que faire se peut donc
d'envenimer la situation. Le Niger aujourd'hui n'a pas besoin de cela. Il faudrait que la paix soit cultivée à tous les niveaux. C'est de les appeler à persévérer, de les encourager et de les informer, de leur indiquer que nous savons dans quelle situation ils sont et nous nous préoccupons effectivement de contribuer à résoudre les différents problèmes auxquels ils pourraient être confrontés. Pour le moment, au niveau des partis politiques nigériens, tout est mis en œuvre pour affronter ces élections qui ont sans nul doute une importance capitale. La justice nigérienne vient de transmettre au gouvernement une demande de mise en accusation de l'ancien ministre de la fonction publique Cheibou Lawali pour être entendu par rapport à son implication dans l'affaire des concours frauduleux d'entrée à la fonction publique au titre des ministères des Finances et de la Santé publique. Des précisions avec Hamza Moukela. On se rappelle que des concours biaisés avaient été décelés au ministère de la Santé publique et au ministère des Finances. À l'époque, la révélation avait provoqué une onde de choc jusqu'au sommet de l'appareil étatique. Des noms des personnalités avaient été cités sans pour autant être inquiétés. Des mois après, le coup de vent revient et risque cette fois-ci d'emporter un ancien ministre. En tout cas, c'est ce que nous apprend le quotidien L'Enquêteur dans sa parution du jeudi 22 septembre 2016. Selon ce journal, la justice a transmis la demande de mise en accusation de l'ancien ministre de la fonction publique de la réforme administrative, Lawali Cheibou. Si telle en est la volonté de la justice, en tant que citoyen, ayant toujours réitéré sa confiance à la justice nigérienne, nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision, en espérant que la justice nigérienne va mener à bien jusqu'au bout, en tout cas, ce travail. Selon toujours L'Enquêteur qui s'interroge par cette demande de mise en accusation d'un ancien ministre, le régime voudra peut-être donner le top départ de la lutte contre la corruption annoncée par le président de la République. Pour L'Enquêteur, si la procédure se poursuit normalement, c'est à la Haute Cour de justice de décider du sort de Lawali Cheibou. En effet, sur la base de l'article 142 alinéa 5 de la Constitution, la Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En effet, dès le lendemain de la révélation de ces fraudes, plusieurs organisations de la société civile étaient montées au créneau pour dénoncer ces pratiques, parmi lesquelles Transparency International section du Niger, qui est allée jusqu'à demander au procureur l'ouverture d'une information judiciaire. Cette demande de mise en accusation constitue alors un satisfecit pour ces organisations et tous les Nigériens dont le souhait indubitable est de voir une autorité répondre de ses actes devant la justice. Mais il va falloir encore attendre jusqu'à la prochaine session de l'Assemblée nationale, car elle est la seule habilitée à donner suite ou non à la demande de mise en accusation si elle est introduite par le gouvernement. Poursuite de l'opération de déguerpissement des boutiques installées derrière les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs dans la ville de Niamey. Hier, l'opération a débuté dans le 4e arrondissement de Niamey. On fait le point. L'opération de déguerpissement entamée par les autorités de la ville de Niamey bat son plein. Après les arrondissements communaux 1, 2 et 3, c'est le tour de l'arrondissement communal Niamey 4 d'accueillir l'opération. D'où cette forte mobilisation des engins prévus pour l'exécution du travail. Et ce sont les boutiques anarchiquement installées derrière le marché Wadata et l'arène de lutte traditionnelle d'abriter le lancement de la dite opération. Vous constatez avec nous que le programme que nous avons tracé initialement se déroule inexorablement. Vous avez sans doute remarqué avec nous qu'avant le début de l'opération, il n'y a pas une seule boutique qui contient une seule petite église. Donc les gens ont bien compris, tout le monde a libéré les places, donc les bulldozers vont faire leur travail. Et nous allons achever pendant 3 jours
le travail de la commune 4 et ce sera autour de l'arrondissement numéro 5. Les gravats que vous constaterez ici seront d'abord ramassés et de concert avec Niamey-Niala, effectivement tous ces emplacements-là seront traités adéquatement pour que effectivement la place soit jolie à voir et aménagée au grand bonheur des riverains de ces places-là. Il a été donné de constater qu'il y a des endroits qu'on a dégagés et il y a des gens qui reviennent, en tout cas petit à petit, ils veulent réinvestir les endroits sans faire d'hangar, en mettant des tables. Je vous ai dit qu'on n'a pas enlevé Ibrahim pour qu'Amadou vienne se mettre à la place. Donc, j'en appelle à ces gens-là de ne pas revenir à occuper ces endroits-là. Parce que si il leur arrive quelque chose, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Pour cet arrondissement communal Niamey 4, ce sont des milliers de boutiques qui seront démolies. Le gouvernement nigérien a décidé de répondre à la plateforme revendicative de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey à travers le paiement de la bourse du 3e trimestre qui a débuté d'ailleurs depuis le 22 septembre dernier. Et c'est plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour procéder à cette opération. Rokayatou Bouloïdou nous en dit plus. Le paiement de la bourse du 3e trimestre a débuté depuis le 7 septembre à l'intérieur du pays et démarré le 22 septembre à Niamey. Il n'y a aucun doute que le paiement va continuer. Nous avons reçu l'intégralité de la dépense des fonds prévus pour payer la bourse de tous les étudiants à l'intérieur du pays, qu'ils soient inscrits dans les universités publiques ou privées, dans les instituts et écoles publiques ou privées. C'est un montant d'environ 2,333 milliards qui a été décaissé et qui est à notre disposition pour procéder à tous ces paiements-là. Pour sa part, le directeur général de l'Agence nigérienne des allocations et des bourses lance un appel à l'endroit des étudiants. Notre souci, c'est d'avoir la calmie pour que chacun se consacre à ce pourquoi il est là. Les étudiants qui ont quitté leur famille ou qui n'ont pas quitté leur famille, pour ceux qui sont dans les localités où se situent les établissements, eh bien, le premier souci, c'est de vite avoir leur parchemin. Les enseignants qui sont là quand même pour enseigner les étudiants, leur souci c'est de ne pas de trouver des amphis, des salles de cours ou des laboratoires vides. C'est d'avoir effectivement leurs étudiants en face d'eux pour les activités qu'ils ont à mener. Nous demandons à ce que toutes les conditions soient créées pour que les activités académiques se déroulent normalement. Avec ces paiements de la 3e bourse du 3e trimestre au niveau national et international, espérons que la reprise des activités académiques 2016-2017 soit meilleure. Dans le cadre donc du programme Niamey et Niala, les nouvelles voies publiques sont éclairées. Et Rukayatou Bouloïdou s'est intéressé à cet éclairage public suivant son constat. La ville de Niamey se métamorphose de plus en plus. L'on constate alors une présence d'éclairage public dans les différents carrefours. L'éclairage public se compose sous deux formes. Il est représenté sous deux formes. Il y a l'éclairage des rues qui est matérialisé par les lampadaires que vous voyez tout au long des rues, qui permettent donc une lumière, la visibilité, qui améliore donc la circulation des populations. La deuxième forme de l'éclairage public
c'est les pays tricolores. Ceux-ci, ils sont placés au niveau des carrefours et ils permettent la réglementation de la circulation routière de la ville de Niamey. Ces installations connaissent hélas des problèmes. Maintenant, notre préoccupation au niveau de l'éclairage public, surtout au niveau des lampadaires, c'est la vétusté des installations. C'est des installations qui avaient été faites il y a longtemps. Donc le problème qu'on rencontre sur ces installations, c'est le problème de câblage, c'est le problème des armoires de commande, c'est des problèmes de platine. Et ce qui fait que, bon, vous voyez dans la ville de Niamey, il y a des rues qui sont sombres. Et ce problème que je viens de vous citer là, elles sont causées par de multiples effets. D'abord, avec les manifestations, vous voyez comment les gens saccagent ces armoires-là. Vous voyez comment les gens saccagent les fûts optiques. Ce qui fait que vraiment au niveau de l'entretien, on a des problèmes. La ville de Niamey n'a pas suffisamment de moyens matériels pour faire face à l'ensemble des rues qui sont éclairées de la ville de Niamey du fait de ces effets qui viennent perturber le fonctionnement. Face à cette situation, les autorités en charge de la question ont adopté un projet qui doit réhabiliter l'ensemble des lampadaires de la capitale. Rendons-nous à présent à Zender pour suivre les réactions de quelques citoyens nigériens par rapport donc au rapport provisoire de la Alcia sur l'enquête menée dans le secteur éducatif. Suivez. Dans un premier temps, nous saluons cette initiative combien louable parce que c'est une initiative qui va en tout cas dans l'intérêt général même de la population du Niger. Pourquoi? Parce que vous avez suivi avec attention, au niveau de ces 5 régions, on a décelé plus de 3000 enseignants fictifs, que ce soit des doublons, des gens qui n'existent pas, même sur les listes des inspections. Donc, ce qui a constitué en tout cas un manque à gagner de plus de 3 milliards de nos francs CFA dans cette période où le Niger vit dans une crise financière. Vous conviendrez avec moi que ce manque à gagner là va servir en tout cas pour combler des vides. Une fois ces auteurs, complices et acteurs même de ces malversations financières sont traqués, parce que je profite aussi pour lancer un appel à l'endroit du président de la République, parce que la Alcia est une institution qui est rattachée à la présidence de la République, qu'une fois le rapport définitif transmis au niveau de la présidence, qu'il aura une suite et en toute objectivité, en toute impartialité, tous les responsables qui ont contribué à ces genres d'actes ou de pratiques malsaines puissent être, n'est-ce pas, punis conformément à la loi de la République. Un certain nombre d'enseignants fictifs qui reçoivent de l'argent alors que sur le terrain, ils ne sont pas là, ou bien physiquement, ils ne sont pas là. Et là, l'argent s'élève à plus de 3 milliards. 3 milliards, s'il vous plaît, chaque mois donc, qui sont versés dans la poussière, qui sont versés dans l'eau. Alors que, vu les contextes économiques de notre pays, nous disons vraiment c'est du gâchis. Nous disons que vraiment il y a trop de laisser aller, surtout dans le secteur de l'enseignement. Et là, vraiment c'est un rapport. Mais tout de même, il faut se rappeler que la Alcia a l'habitude de faire un rapport, ou des rapports même. Mais tout le monde sait, le Niger, c'est un État où vraiment l'impunité brille. L'impunité brille, c'est pour cela que tout le monde s'adonne à des activités malsaines pour nuire à la maigre ressource ou aux maigres ressources de notre pays. Et là, nous disons, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons maintenant, trop c'est trop, il faut que le gouvernement et les autorités de la 7e République qui ont créé cette institution et de lui donner tous les moyens nécessaires pour lui permettre de châtier. Mais faire les rapports et déposer au niveau de la présidence, faire de ça une question politique et politicienne, nous disons que là, ça suffit. Nous sommes satisfaits de sa prestation et nous aimerions que cela ne ressemble pas au précédent point de presse
parce que la Halcia nous a habitués à beaucoup de points de presse fracassants, mais qui ne sont suivis d'aucun résultat. Cette fois-ci, nous aimerions que, comme ils l'ont fait dans le point de presse, ils n'ont qu'à approfondir les investigations pour que les responsabilités soient situées. Nous aimerions savoir qui est responsable de toute cette situation, qu'on parte de l'enseignant contractuel jusqu'au plus haut sommet de l'État. Parce qu'il n'est pas normal, vous savez, il s'agit de 5 régions, c'est-à-dire Agadez, Difa, Tawa, Niamey et Dosso. Et il reste les 3 plus grosses régions de notre pays, Zender, Maradi et Tillabéri. Vous savez, s'il y a eu 1917 enseignants contractuels fictifs dans les 5 régions déjà traitées, moi je suis persuadé qu'il va en avoir un peu plus dans les 3 régions restantes, parce qu'elles présentent un grand nombre de populations et donc censées contenir plus d'écoles que les 5 régions réunies. Du sport pour clore ce journal avec la finale jeudi dernier du tournoi de grandes vacances de Dar es Salaam. Une finale qui a opposé RCL à Arsenal et s'est soldée sur un score de 2-1 en faveur de Arsenal. Des précisions avec Ibrahim Soumela Mourabdou. La 7e édition du tournoi des grandes vacances de Dar es Salaam a joué sa finale mercredi après-midi en présence des 2 députés sportifs, amis des jeunes, Soumana Sanda et Abdurrahman Oumarou. Moment de joie avec l'arrivée de Soumana Sanda, parrain du TGV Dar es Salaam, absent au coup d'envoi pour des raisons que vous savez. La finale a opposé RCL à Arsenal, une finale âprement disputée, des assauts de part et d'autre, des buts ratés de part et d'autre, pour voir à l'issue des 90 minutes de jeu, Arsenal remporter la victoire sur le score de 2-1. Moment d'émotion lorsque le parrain du TGV s'est levé pour une interview. C'est un plaisir renouvelé, d'autant plus que ce plaisir aujourd'hui est double dans la mesure où j'ai à mes côtés mon jeune frère et collègue, l'honorable député Abdraman, c'est grand ami du monde sportif. Donc nous sommes à notre 7e édition et je me rends compte que, comme pour les fois précédentes, dans l'ensemble, tout s'est très bien déroulé. Le parrain des TGV, l'infatigable député Abdraman Oumarou, appelle une fois de plus ses collègues à parrainer chacun un TGV. C'est vrai, aujourd'hui je suis avec mon collègue Soumana Sanda qui accompagne toujours le TGV de Dar es Salaam. Et bon, je pense que nous avons le dénominateur commun que nous avons avec lui, c'est que nous avons l'amour du sport. C'est un grand amoureux du football et je pense que lui, ça fait aussi longtemps qu'il est dans le monde du sport. Mais je vais réitérer quand même ce que j'avais dit la dernière fois. Je serai le porte-parole, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, pour que chacun d'entre eux puisse quand même prendre, ne serait-ce que être parrain quand même d'un TGV dans sa commune ou bien dans sa région. Pour sa part, le président du comité d'organisation se dit ravi du retour de Soumana Sanda et du bilan du tournoi. Tout est bien qui finit bien avec le souhait de voir Soumana Sanda donner le coup d'envoi de l'édition 2017. Voilà, et c'est sur ce point que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité et au revoir.